Bonjour et bienvenue au cœur des soins, éthique et spiritualité. Je vous invite à me rejoindre dans cette aventure où ensemble, nous explorerons les dimensions de l'éthique et de la spiritualité dans le monde des soins. Nos échanges avec nos différents invités nous permettront d'enrichir nos connaissances sans prétention ni complexe. Je m'appelle Nancy Gamache, je serai votre interlocutrice. Bienvenue à l'épisode 3 de notre thématique Spiritualité et soins. La question du jour, de quelle manière la personne soignante peut-elle accueillir ou intégrer son expérience spirituelle ou celle de la personne soignée dans sa pratique professionnelle au quotidien? Aujourd'hui, je poursuis le dialogue avec Guy Jobin. Il est directeur de programme de 2e cycle en éthique appliquée et professeur titulaire à la Faculté de théologie et de sciences religieuses à l'Université Laval. Ses disciplines et pôles de recherche sont l'éthique, la spiritualité, le mystique ainsi que la théologie. Bonjour Guy, comment ça va? Allô Nancy, ça va bien, merci. Oui, je suis contente de te revoir. Nous sommes à notre 3e épisode. Et tout comme les 2 autres épisodes, j'ai préparé quelques questions sur lesquelles j'aimerais recueillir tes propos pour nos auditeurs. Donc, sans plus tarder, j'irai tout de suite à notre première question. Alors, la voici. Pourquoi sensibiliser les professionnels du soin à l'importance de la prise en compte de l'expérience spirituelle dans les soins? C'est une bonne question. C'est une bonne question, oui, je le sais. Merci. Je vois, il y a 3 éléments de réponse à cette question-là. Le premier élément, je dirais, c'est que le moment de la maladie, c'est un événement particulier. Hein? C'est un événement qui peut changer le cours d'une vie. Quand je dis le cours d'une vie, là, c'est l'idée qu'on se fait de notre vie. Là, à un moment donné, les plans qu'on a élaborés, les projets qu'on veut faire, la maladie peut à un moment donné nous obliger à changer le parcours. Donc ce moment-là, c'est un temps de remise en question par les personnes malades, de remise en question du sens de la vie, du sens de la mort. C'est quoi le sens de la souffrance, de la santé, puis le sens de la vie, aussi, je me répète un peu, là, mais le sens de la vie, là, maintenant que la vie change de direction. Oui. Alors, dans les milieux de soins, ce sont des lieux privilégiés où s'expriment de différentes façons. C'est les questionnements là, dont je viens de parler. Alors, et ça arrive au moment, par exemple, l'annonce d'une bonne nouvelle, de la santé, ou d'une mauvaise nouvelle. C'est souvent des mauvaises nouvelles qu'on a, là, mais à l'annonce d'une bonne santé aussi, ça peut changer nos plans. Bon. Lorsque les soins sont donnés, ça peut être l'occasion aussi où s'expriment ces questionnements-là. Parce qu'il y a une proximité, parce qu'il y a une forme d'intimité qui se crée dans la relation soignante, qui peut donner confiance à la personne pour s'exprimer, pour dire son questionnement. Donc ça, donc les milieux de soins, c'est un lieu, c'est pas le seul, mais c'est un lieu où la question du sens, au moment de la maladie, peut s'exprimer. C'est vrai pour l'hospitalisation, donc quand on va à l'hôpital, mais c'est encore plus vrai aussi quand le milieu de soins devient un milieu de vie, comme dans les centres d'hébergement. Et ça, il faut être attentif à ça. On dit un centre de soins de longue durée, ou un centre d'hébergement, mais c'est devenu un milieu de vie. De toute façon, je n'invente pas l'expression, là, c'est déjà, on en parle déjà dans les milieux cliniques. Mais parce que ça devient un milieu de vie, les membres du personnel de ces milieux-là, ils sont souvent témoins, là aussi, des questionnements qui s'expriment, parfois de manière claire et dramatique, un cri « Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça arrive à mes proches, cette maladie-là, cette affaire-là? » Mais parfois, ça peut s'exprimer aussi, le questionnement, de manière plus tranquille. Ça peut être par des demandes qui sont particulières, par exemple, pour organiser le temps, pour organiser les soins, pour accommoder, autant que faire se peut, là, les croyances de la personne malade. Fait que ça, c'est le premier élément. Donc, le moment de la maladie, ça fait poser des questions. Puis, dans le milieu du soin, on est là pour
en témoigner ou les entendre, les voir, en tout cas voir les signes de ça. Pourquoi c'est important ensuite de sensibiliser les professionnels du soin? Bien, il y a un deuxième élément à la réponse, c'est que le moment de la maladie, c'est aussi le moment ça peut être le moment d'une réorientation. Hein? Je viens d'en parler, là, mais je vais passer un petit peu plus de temps là-dessus. Réorientation de la trajectoire de vie. Ça peut être voulu, hein? Donc on veut changer notre vie. Ça peut être consenti. Ouais, ça m'arrive, mais OK, j'entre là-dedans, je vais être capable de m'en sortir. Ou ça peut être subi. J'ai comme pas le choix. Imposé. Que je le veuille ou non. C'est ça. Donc, même la réorientation de la trajectoire de vie, la personne peut la vivre de manière différente. Ou enfin, 3 personnes pourraient la vivre de manière différente, avec leur lot de questions. Alors, être obligé de changer son mode de vie, qu'on le veuille ou non, en raison d'une perte d'autonomie physique, de perte cognitive, hein, au début, les pertes cognitives, ça n'arrive pas tout d'un coup, hein, ça se fait graduellement, donc les personnes sont conscientes de ce qui se passe, de ce qui est en train de changer dans leur vie. Faire le deuil d'activités qui sont significatives, parce qu'en raison d'une maladie, ou repenser ou même refaire sa vie après un deuil, qui soit accidentel ou qui soit causé par la maladie, tout ça, c'est des occasions où les questions de sens se posent, puis où les soignants peuvent être soit les premiers témoins, mais parfois les seuls témoins aussi de ce qui se passe dans la vie des gens. Donc, avoir cette conscience-là, d'accueillir, de voir qu'est-ce qu'on peut faire, entre guillemets. Vous ne voyez pas les guillemets, là, mais je les fais avec mes doigts. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est important parce que ça va se passer de toute façon, ça se passe dans les milieux de soins. Mm-hmm. Troisième et dernier élément, c'est que pour les professionnels du soin eux-mêmes ou elles-mêmes, côtoyer la maladie, la mort, les drames, mais aussi côtoyer les guérisons, les rétablissements, les succès du soin d'une certaine manière, ça amène les soignants à se poser des questions aussi sur le sens de leur travail, le sens de leur vie professionnelle. Ça peut aller jusqu'à leur sens de la vie tout court, là. Des fois, on peut rentrer dans un métier parce que ça nous intéresse, là, puis tout d'un coup, on y découvre que ça vient nous chercher beaucoup plus qu'on le pensait. Alors ça aussi, ça se vit dans le monde du soin, ça se vit par les soins. Alors l'accueil, l'intégration de l'expérience spirituelle, la formation, la sensibilisation à ça, pour les soignants, je dirais en résumé, là, ça se passe comme en 2 niveaux. Ça se passe autant pour l'expérience spirituelle des patients, des personnes malades, que pour la propre expérience spirituelle que les soignants pourraient et peuvent vivre. Il n'y a rien d'obligatoire encore là-dedans, là, mais peuvent vivre là, parce qu'ils sont en train de donner des soins, parce qu'ils ont choisi ce travail-là, ce métier-là, cette profession-là. Alors, tout ça, je pense, ça permet de comprendre un peu mieux pourquoi cette sensibilisation-là peut être importante, puis peut avoir un rôle à jouer dans la formation initiale ou continue là, des soignants. Mm-hmm. Très intéressant, puis on y reviendra parce qu'on parlera tantôt des identités personnelles et professionnelles, parce que est-ce que parfois, justement, tu sais, quand j'entends ce que tu dis, est-ce qu'on est toujours pleinement conscient de tout ce qu'on vit, tu sais, de tous ces renversements-là ou de cette sensibilité-là? Tu sais, on est sensible, mais parfois, est-ce qu'on en prend pleinement conscience? En tout cas, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, oui. C'était dans le feu de l'action, mais la formation des soignants au Québec, en tout cas, oui. Là, ailleurs aussi, là, mais les amène de plus en plus à ce genre on va sortir un gros mot, à ce genre de réflexivité, hein, c'est-à-dire d'être capable de se voir aller soi-même pour ensuite trouver les moyens d'améliorer telle chose ou de conforter tel type de comportement ou de soins. C'est la même chose du côté de tout ce qui tourne autour de l'expérience spirituelle vécue au moment de la maladie. Là. Donc, la formation amène les professionnels du soin à réfléchir à ces enjeux-là, de plus en plus. Parfait. Merci, c'est beaucoup plus clair, beaucoup plus précis. J'irai à ma deuxième question, Guy, puis c'est la suite, dans le fond, on se demande, est-ce qu'il peut y avoir des obstacles
à l'échange sur les enjeux spirituels ou religieux dans la relation soignante, pardon. Oui, hein, tout ce qu'on vient de dire, là, bon, c'est un milieu, ça peut se faire, ça peut se dérouler. Oui, bien sûr, dans un monde idéal, tout le monde pourrait parler de sa spiritualité. Enfin, tout le monde. Entre guillemets. Oui, c'est ça, c'est allé un petit peu trop loin. Là. Bon, mais cela dit, ça ne veut pas dire que c'est facile pour autant. Mm-hmm. Hein? C'est pas parce que on a un intérêt pour ça que ça coule de source. Là. Alors, je dirais, il y a comme trois ordres de difficultés, là, ou trois lieux, 3 points là, d'entrée là, pour réfléchir aux difficultés là, qu'il peut y avoir à partager. Alors, d'abord, du côté des personnes malades, hein, des patients de leur famille, c'est discuter de l'intimité. On n'est peut-être pas toujours habitué de faire ça. On le fait avec des amis, oui. Des bons ou des bonnes amies, mm-hmm. mais on ne le fera pas nécessairement avec quelqu'un qu'on connaît juste parce qu'on est malade puis que la personne, ça donne à travailler dans ce milieu-là. Donc, discuter de l'intimité, c'est pas toujours facile, même avec des proches. Alors, raison de plus avec des personnes qui sont là parce qu'on est malade et mm-hmm. on n'est pas des proches avec eux. Bon, ça, il peut y avoir la peur d'être jugé aussi sur nos croyances, sur nos manières de penser le monde, la vie. Ça peut être un obstacle aussi. Là. Donc, il y a une certaine crainte, une certaine peur. On n'a peut-être pas l'habitude de discuter de ces questions-là. Hein, des fois, de trouver le vocabulaire qui permet d'exprimer ce qu'on vit à l'intérieur, parce que c'est quand même, c'est le fort intérieur. Oui. C'est pour reprendre une image que j'ai déjà prise, hein, c'est comme le trou noir. Oui. Alors, comment est-ce qu'on arrive à parler de ça? Ça prend les mots, ça peut prendre du temps, même s'habituer à ce qu'on vit. Donc, oui. c'est pas toujours facile de faire ça. Identifier ses émotions, dans le fond, un peu... Oui, aussi. Oui, tout okay. Oui. Dans cette ligne-là. Dans cette ligne-là. Trouver des mots pour dire ce qu'on vit à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pas toujours simple non plus. Ça se peut que le milieu de soins, là où on est, c'est pas un milieu propice aussi. Si c'est bruyant, s'il y a de l'action, s'il y a du... Alors, c'est pas toujours... on n'a pas toujours les conditions dans notre environnement de soins pour pouvoir discuter de ces choses-là. Parce que ça prend aussi du temps. Oui. Ça prend de la connaissance. Mm-hmm. Hein? Ça prend un peu d'apprivoisement avec les gens. C'est comme le petit prince puis le renard. Là, on s'assoit chaque jour un peu plus près. Et c'est à ce moment-là que l'on commence à parler puis à se dévoiler. De sorte que c'est pas toujours aussi simple. Donc ça, côté patient. Du côté des soignants, il peut y avoir aussi une gêne à aborder ces questions-là ou à même les entendre. Pourquoi? Parce que, d'abord, ça se peut qu'il n'y ait pas de familiarité chez les soignants avec ce que c'est que le phénomène religieux ou spirituel. Pour toutes sortes de raisons. On voit, par exemple, que dans la culture, le phénomène religieux est présent, mais surtout dans les nouvelles, mais on ne le côtoie pas nécessairement au quotidien. Donc, moins de familiarité avec ça. Il peut y avoir aussi, tout simplement, le fait qu'il y ait une aversion face à la question religieuse ou spirituelle chez des contemporains. Alors, si on a une aversion envers quelque chose, on n'est pas tellement intéressé à en discuter, puis ça se comprend, c'est logique. Bon. Dans un contexte aussi où on en parlait tantôt à propos du temps, mais où on a de la pénurie de ressources, où il y a un stress organisationnel, disons ça comme ça, oui. On n'a pas toujours le temps d'aborder ces questions-là. Même si on peut y porter un intérêt, même si on peut avoir un intérêt professionnel pour ça. Puis, il y a le sentiment aussi de ne pas être nécessairement assez formé pour faire face à ce questionnement-là. Soit le questionnement que nous, qu'on porte comme professionnels ou qui nous vient des patients, qui nous vient des personnes malades. Alors, ça aussi, ça peut être, disons, ça fait que l'échange n'est pas nécessairement aussi facile ou fluide là, qu'on peut le penser en théorie ou qu'on le voudrait bien, là, nous, quand on voit l'importance de la spiritualité dans les soins. Bon. Mais au-delà des personnes, donc que ce soit les personnes malades ou les personnes soignantes, il y a aussi l'environnement de la culture clinique que j'appelle, qui peut faire que les conditions ne sont pas réunies. Souvent, par exemple, si la fin de vie est vue comme un échec, aussi cette manière-là de fin de vie est vue comme quelque chose qu'on aurait pu faire autrement, éviter, ces questions-là, on peut ne pas les aborder.
peut y avoir souvent une association entre spiritualité d'un côté ou expérience spirituelle, puis une perception négative de la religion. Alors ça arrive souvent. Puis on l'entend aussi autant sur le terrain qu'on le voit dans les études là, sur la spiritualité dans le monde clinique que si des gens parfois font l'amalgame, ils n'auront pas recours à des services de soins spirituels, par exemple, puis ils ne parleront pas non plus de ces questions-là, de ces enjeux-là. Puis aussi, souvent, on a tendance à limiter la vie spirituelle ou les questionnements autour de ça à la fin de vie, aux soins palliatifs. Mais ça peut se poser ailleurs. Dans d'autres secteurs du soin, la réorientation de la vie, c'est pas seulement avec la mort que ça arrive. Ça peut arriver aussi. En tout cas, ça, c'est une finitude. Ça, c'est une réorientation pas mal finale. C'est final. Une amputation, changement de régime de vie, parce qu'une maladie arrive, ça aussi, ça pose des questions qui peuvent avoir des répercussions sur la vie spirituelle. Donc, si on pense que ces questions-là ne sont que pour la fin de vie, puis que c'est à ce moment-là qu'on les réserve, on est peut-être moins d'accueil pour ça. Et même en pédiatrie, on pourrait y penser aussi. Oui, la mort des enfants. La mort des enfants ou la maladie, les maladies des enfants. Exactement. Donc, alors, tout ça, est-ce que ça doit empêcher l'échange ou le dialogue? Non. Je pense que le personnel soignant a tout à gagner à savoir où les personnes malades logent du point de vue spirituel ou religieux. Maintenant, comme on l'a déjà dit, puis comme on le dira dans d'autres balados aussi, on a tout à gagner à le savoir, mais ça ne se fait pas n'importe comment, ça ne se fait pas de n'importe quelle façon. Mais donc, je pense que ce souci pour l'expérience spirituelle et religieuse, il est important, mais il faut savoir qu'il peut y avoir des obstacles dans les milieux cliniques, des obstacles à l'échange et au dialogue, sur cet aspect-là de la vie des personnes malades. Parfait. Puis on peut parler d'échange, mais on peut parler aussi des établissements. C'est dans une culture organisationnelle. Là. Quand je pense à la culture, est-ce qu'elle est prête à accueillir ça, mais je ne veux pas lancer un débat ou une question, là, mais... Ça, c'est le prochain balado. Ça, c'est le prochain, justement. À l'automne prochain, on va s'en parler. Je lance juste une petite piste. Oui. Quand on parle de ce rapport au sens, à cette expérience spirituelle, comment est-ce qu'on peut distinguer, dans le fond, la personne soignante, comment est-ce qu'elle peut distinguer son identité personnelle à son identité professionnelle? Puis dans quelle mesure son identité personnelle favorise la construction de son identité professionnelle? Ça en fait des mots identité, là, mais dans le fond, une identité personnelle peut-elle influencer mon identité professionnelle? Simplement, oui. Là. Oui, c'est ça. Une autre manière de poser la question, c'est est-ce que les croyances que j'ai comme personne, est-ce que je les mobilise quand je suis un professionnel? Est-ce que je peux les mobiliser? Est-ce que je peux? Comment je le fais si je le peux? Est-ce que je ne dois pas? Dans quelles circonstances? C'est autour de ça qu'on va parler. Allons-y. Puis là-dessus ici aussi, il y a comme trois choses que je vais discuter, 3 éléments. Le premier élément, c'est de dire un peu qu'est-ce qu'on entend par l'identité personnelle, puis son lien avec l'identité qu'on va appeler spirituelle ou religieuse. Parfait. Premier bloc. Premier bloc. Poser. Deuxième bloc? Deuxième bloc qu'on va poser, c'est l'identité professionnelle. De quoi on parle? Puis ensuite, le troisième bloc, vous le voyez. C'est les liens entre les deux. Excellent. OK? Oui. Alors, l'identité personnelle. Ça, je pense que c'est assez... on a une expérience, tout le monde a une expérience de son identité personnelle. L'identité personnelle, c'est qui je suis en tant que personne unique, puis une personne irremplaçable, donc qui ne peut pas être remplacée, autant à mes yeux qu'aux yeux des autres. Quand je dis « je », c'est mon identité personnelle qui parle. OK. Alors, ça ne vit pas dans les airs, l'identité personnelle. Là, Et suis-je irremplaçable? Oui, à mes yeux, moi, je me considère irremplaçable. Oui, c'est ça. Aux yeux de mes proches aussi. Si demain matin, je meurs... oui, je comprends. Alors, irremplaçable. Tandis que, comme professeur d'université, moi, je suis remplaçable.
Donc, quand je suis professeur d'université, c'est pas mon identité personnelle qui est en jeu, c'est mon identité professionnelle. Alors. C'est un bel exemple. Oui. Quand on est dans un métier, dans une profession, on est en principe remplaçable. J'en parlerai tantôt. OK. Alors, l'identité professionnelle, mais ça se traduit comment? Ça se manifeste comment? C'est dans les gestes, c'est dans les actions que je pose, parce que ça parle de moi et ça part au sens de partir de moi. C'est dans les attitudes que j'adopte qu'on la voit, c'est dans mes idées, dans mes prises de position, dans les pensées que je partage, c'est dans les valeurs aussi auxquelles j'adhère, qui soutiennent ma conscience morale, qui soutiennent mes actions, les choix aussi. Pourquoi choisir tel type de voiture qu'une autre, une électrique ou à moteur? Parce que peut-être il y a des valeurs comme autour de la survie de l'humanité puis de la vie de la planète. Bon, vous voyez un peu le genre de lien entre les valeurs et les choix que je peux faire. Mais c'est aussi, mon identité personnelle, elle transparaît aussi dans les engagements que je choisis, où je vais être bénévole, par exemple, mais aussi quel travail je peux choisir, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie professionnelle, de ma vie active. Là. Ça aussi, c'est un lieu de manifestation de qui je suis. Puis tout ça, ça arrive autant dans les petits choix comme dans les grands choix. Hein. Dans le temps, on me disait, c'est dans les petites choses qu'on voit ce que tu vas être capable de faire dans les grandes. Mais bon. Alors donc, c'est un peu une évidence, de dire que l'identité personnelle est vraiment au cœur de la personne que je suis, au cœur des relations que j'ai avec moi-même, avec les autres, que ce soit mes proches ou non, avec mon environnement naturel et social, etc. Donc, c'est vraiment au cœur de l'affaire. Maintenant, l'identité personnelle, elle a un lien avec, elle est marquée aussi par les expériences spirituelles ou religieuses que je peux vivre ou que je choisis de vivre. Alors, comment ça se fait, ce lien-là? C'est que l'identité personnelle ou religieuse s'appuie sur ce qu'on pourrait appeler une vision du monde, ou en d'autres mots, là, une représentation cohérente d'un monde qui a du sens. Okay. Donc, un monde qui fait sens. Alors, souvent, dans le christianisme, le monde fait sens parce qu'on dit qu'il a été créé par Dieu. Bon, dans d'autres traditions, le sens arrivera d'autres façons. Mais donc, une tradition comme ça, une tradition religieuse ou spirituelle, on en parle depuis le début des balados. Hein? Oui, si on parle de questions de sens, c'est parce que le sens est aussi transmis par ces traditions-là. Donc, quand on adhère à une tradition religieuse ou spirituelle, quand on la fait nôtre, c'est parce que ça fait du sens. Parce que ça donne du sens aussi, direction et signification, les deux sens du mot sens. Donc, les traditions religieuses, les traditions spirituelles, comme les traditions laïques, sont souvent porteuses de visions du monde qui donnent un sens, que le sens soit partiel ou qu'il soit total au monde dans lequel je suis plongé. Donc, sens du monde. Alors, de cette vision-là du monde, j'en tire des valeurs, j'en tire des normes pour ma vie, j'en tire des intérêts, et vous voyez comment ça peut nourrir mon identité personnelle. L'enjeu de l'identité religieuse et spirituelle, c'est qu'il n'y en a pas qu'une seule qui est disponible dans une culture comme la nôtre. Il y en a plusieurs. Il y a une pluralité de traditions. Ce qui fait que adhérer à une vision du monde, c'est toujours un choix dans un monde sécularisé comme le nôtre. Parce qu'il y a plusieurs traditions qui sont présentes. Il n'y en a pas une de plus prépondérante, en tout cas politiquement ou juridiquement que d'autres. On est censé être tous et toutes égales de ce point de vue-là. La liberté de religion, c'est une liberté dans les chartes pour tout homme et toute femme qui y est. Donc, l'adhésion à une vision du monde, c'est toujours un choix. Et un choix qui découle, et même si je suis, par exemple, catholique de génération en génération, ma génération a dû choisir, parce qu'on avait l'option aussi de ne plus l'être si on le voulait. Oui. Donc, c'est toujours un choix.
Ça, c'était le premier bloc. J'espère que les gens nous suivent encore. J'imagine. Premier Sinon, bloc. ils peuvent faire une petite pause puis y revenir par Oui. la suite. Hein. C'est ça le plaisir d'un balado. Voilà. On saute à l'identité professionnelle. Hein, Deuxième c'est ça? bloc. Deuxième Alors bloc. là, et puis on va faire le lien tantôt. Oui, comme on l'a oui, dit. oui. Alors, l'identité professionnelle, c'est quoi? C'est l'identité, donc je le déclinerai tantôt, mais Oui. Je l'adopte, une identité professionnelle, je l'adopte en me formant dans une profession ou dans un métier. Dans ce cas-ci, on va se limiter au métier du soin. Alors, j'ai dit tantôt que l'identité personnelle, elle se manifeste souvent dans les engagements dans mes engagements, dans les choix que je fais, y compris dans les choix de vie, mais aussi dans les choix d'un métier, d'un travail, d'une profession. Alors, entrer dans une profession, puis notamment une profession soignante, c'est souvent motivé par un choix personnel, un choix qui s'appuie sur ce que je suis, ce que je pense qui pourra aussi contribuer à mon accomplissement comme personne. Donc, on ne choisit pas un métier au hasard, ou enfin, si on fait au hasard, on dure dans le métier parce qu'on finit par y trouver un lieu d'accomplissement. Oui. Alors, puis pour choisir un métier ou une profession, bien, les motivations sont multiples. Hein. Ça peut être mes valeurs, ça peut être des motivations qui sont altruistes, notamment dans les soins. Ça peut être parce que j'ai envie de changer le monde, puisque je trouve que la maladie, oui, il faut aider le monde qui sont malades ou découvrir des nouveaux remèdes, médicaments, peu importe. Bon. Ça peut être parce que j'ai le souci des personnes aussi qui sont touchées, qui sont vulnérabilisées par la maladie. Donc, tout ça, ça peut contribuer au choix que je fais. Donc, il y a un lien, il peut y avoir un lien entre l'identité personnelle, mes choix, mes valeurs, etc., et mon identité professionnelle. Mais ça, on va y revenir au troisième bloc. Parce que ça peut façonner, dans le fond, les choix professionnels. Hein? Ben, mon identité personnelle peut façonner mes choix professionnels. Oui, c'est ça. Okay. C'est ça. Donc, premier lien, mais on va y revenir le temps. Mais l'affaire intéressante dans tout ça, c'est que les professions soignantes ont aussi ce qu'on peut appeler une identité professionnelle. C'est-à-dire que chaque profession a un idéal. C'est quoi l'idéal d'un médecin, par exemple? C'est quoi l'idéal d'un infirmier? C'est quoi l'idéal d'une travailleuse sociale, d'une psychologue, etc.? Et cet idéal-là, comme on pourrait appeler ça une espèce de vision optimale, ce qui est ou idéal, encore, comme je l'ai dit, la manière dont pense et agit un ou une professionnelle en exercice. Donc ça, il y a comme des standards qui sont proposés, puis la formation qu'on suit au cégep ou à l'université ou dans un autre cadre, mais une formation rigoureuse, c'est une formation aussi à cet idéal du ou de la professionnelle. Bon. Alors, dans l'identité professionnelle, il y a toutes sortes de choses qui la constituent, qui la fabriquent. Alors, elle est constituée ou fabriquée par exemple, des valeurs qui animent l'action professionnelle. Et là, on va parler d'éthique pour désigner ces valeurs-là. Ça peut être la compassion, ça peut être l'empathie, ça peut être l'honnêteté, ça peut être la vérité en tout temps. C'est un ensemble de valeurs mais qui sont propres à une profession particulière. L'identité professionnelle peut être forgée aussi par les droits et les devoirs qui enquêtent l'action professionnelle. Alors là, on va parler de déontologie. Donc, éthique pour les valeurs, déontologie pour les droits et les devoirs. Par exemple, le devoir de vérité, le respect de l'autonomie de la personne soignée, tout ça, ce sont des devoirs. Le droit aussi de pouvoir exercer, si on est reconnu. Puis aussi, l'identité professionnelle, elle est forgée par les manières reconnues, validées de poser les gestes professionnels. On va parler de bonnes pratiques à ce moment-là. Okay. Donc, l'identité professionnelle, c'est cet ensemble de valeurs, de droits, de devoirs qui sont inhérents à la profession que j'ai choisie, puis aussi des bonnes pratiques que je vais apprendre dans ma formation initiale, mais aussi tout au long de ma vie professionnelle, par la formation continue. Alors, c'est dire que l'identité professionnelle, alors, elle offre une sorte de standard, d'idéal à accomplir. Et puis, en familiarisant les personnes avec une identité professionnelle, en les formant,
par la formation initiale et ensuite par la formation continue, il y a comme un message qu'on lance quand on fait ça, ou qu'on fait, ou on va le dire en bon français, là, un statement. OK. Alors, voici comment devrait et doit penser et agir un bon ou une bonne professionnelle formée et compétente. Mhm. C'est ça l'idéal. Et ça, indépendamment de la personne que je suis dans la vie de tous les jours. C'est là qu'est l'enjeu, Oui. quand on va arriver au troisième bloc. C'est parce qu'il y a mon identité personnelle que je déploie comme je veux dans tous les jours, dans toutes mes actions dans ma vie. Mais j'ai aussi une identité professionnelle qui va poser des limites, qui pose des limites. Je ne peux pas faire n'importe quoi comme infirmier. Je ne peux pas faire n'importe quoi comme médecin, ni comme travailleur social. J'ai des standards à respecter, mais ce n'est pas juste des standards techniques, c'est des standards aussi en termes d'attitude, de comportement avec les personnes vulnérables. Et ça fait partie de l'identité professionnelle. OK. Puis comment je fais le lien à ce moment-là entre mon identité personnelle et mon identité professionnelle et vivre ça de façon le plus harmonieuse possible, sans être en confrontation? C'est le temps de prendre une pause. Non, là, on va... Alors, oui, c'est notre dernier bloc avant notre... oui. C'est le troisième bloc. Oui, alors, le troisième bloc. C'est là qu'est l'enjeu. Oui. Et c'est là que tout va se nouer aussi autour de la place de l'expérience spirituelle dans la vie professionnelle. Mm-hmm. Parce qu'il y en a une. Mais jusqu'où? Jusqu'où, et dans quelle limite? Oui. Hein? Parce que la grande question, comme professionnel, la grande question éthique, parce qu'on est, là, on discute d'enjeux éthiques là, à ce moment-ci. Là. La grande question éthique, c'est toujours comment faire pour bien faire. Oh, j'aime ça. Comment faire pour bien faire? Ou comment faire pour traiter, par exemple, toutes les personnes soignées de manière juste? Mm-hmm. Comment poser des actions qui sont appropriées à la situation qui est là? Tout ça, ça sollicite la réflexion éthique. Ça demande de réfléchir éthiquement à tout ça. C'est pas... on ne demande pas un travail de titan, là. Normalement, les professionnels sont formés dans cette réflexion-là. Oui, aussi. oui. Alors, ça devient éventuellement comme une deuxième nature. Mm-hmm. Bon. Alors, donc les liens entre identité personnelle, où il peut y avoir une dimension spirituelle ou religieuse, et l'identité professionnelle, c'est là qu'est l'enjeu. Alors, j'aurais tendance à partir d'une analogie, d'une image, d'une comparaison. Okay. Hein? Une maison, oui. Une habitation de manière générale. Hein? C'est là, le bâtiment est là, c'est construit. On peut l'acheter, on peut la choisir, enfin bref, c'est là. Et ensuite, moi, j'habite dans la maison. Je vais dans la maison, je l'occupe, j'organise les espaces pour dormir, pour manger, pour me reposer, loisirs, travailler depuis la pandémie. Hein? Oui, oui. Alors voilà. Alors, l'identité professionnelle, c'est un peu comme la maison. Okay. La structure qui va toujours être là. Bien sûr, je peux changer un peu la peinture, mais si je touche au mur porteur, tout s'effondre. Alors, il ne faut pas que je ne peux pas tout refaire dans la maison. Je ne peux pas tout réaménager. Là. Bon. Alors, et l'identité personnelle, bien, c'est la manière dont je vais occuper l'espace dans la maison. Alors, toute comparaison est boiteuse, mais je dirais l'identité professionnelle et l'identité personnelle, c'est un peu dans les mêmes rapports que quelqu'un qui habite une maison. Okay. La maison, c'est l'identité professionnelle. Quand on est un professionnel et qu'on agit professionnellement, excusez les répétitions nombreuses, oui. Quand on fait ça, la personne qui est soignée n'est pas intéressée si c'est Guy Jobin qui donne le soin. Elle est intéressée si c'est Guy Jobin, est-ce qu'il est bien formé pour donner le soin ensuite. Mm-hmm. Alors, donc, c'est le professionnel qui l'intéresse, c'est pas la personne. C'est un peu caricatural de dire ça comme ça, oui, mais oui. Vous voyez un peu là, oui. où je m'en vais. Là. Oui. Donc, l'identité professionnelle, elle va exercer une certaine contrainte sur l'identité personnelle. L'identité professionnelle, ça canalise l'énergie, ça canalise les motivations. Si j'avais... En fait, je suis professeur d'université, donc j'ai fait ça toute ma carrière, c'est parce que je voulais être professeur d'université. Mais je ne peux pas être professeur d'université n'importe comment.
Je ne peux pas agir avec mes étudiants de la même façon que j'agis avec mon épouse ou avec mes enfants. On n'est pas dans les mêmes rapports d'intimité, d'abord, premièrement, mais les mêmes rapports. Il y a un rapport de pouvoir dans l'enseignement. Alors, il faut que ce soit contrôlé. Je ne peux pas le faire, je ne peux pas l'utiliser n'importe comment, ce rapport. Il y a un enjeu éthique qui est là. Alors, si on transpose dans le monde du soin, où les soignants ont un pouvoir puis un savoir en fonction, à cause desquels ils peuvent intervenir dans la vie des personnes vulnérables, soit par les soins. Alors, on ne peut pas utiliser ce pouvoir-là de n'importe quelle façon, et ce n'est pas seulement la bonne volonté qui justifie un bon soin. Il y a des bonnes pratiques. Moi, je peux penser que pour moi, prendre du sureau, par exemple, puis ça peut m'aider, mais je ne peux pas en faire une prescription à quelqu'un qui est malade parce que je trouve que c'est bon pour moi. Ça ne veut pas dire que c'est bon pour cette personne-là. Donc, c'est là qu'est la contrainte de l'identité professionnelle, de cet idéal qu'on propose au moment de la formation et qui vient limiter la bonne volonté, c'est-à-dire qui vient la canaliser, l'orienter. OK. Oui. Ben, en fait, je me demande, parce que c'est comme si la maison était déjà toute décorée. Donc, où est-ce que je trouve ma place? Ah, c'est là qu'on est rendu. Ben, c'est-à-dire que mon rôle professionnel, c'est pas un rôle, je ne suis pas un robot non plus là-dedans. C'est que mon rôle professionnel, je l'habite aussi à partir de qui je suis. Bon, c'est pour ça que des fois, on va avoir plus d'affinité avec telle personne soignante qu'avec telle personne, parce qu'on sent qu'il y a plus de lien avec elle à cause de sa personnalité. Okay. Mais sa personnalité ne doit pas faire que c'est ça qui prend le dessus dans les soins. Il faut que ce soit une personne avec qui je m'entends, mais une personne compétente et formée. Alors, où c'est qu'on veut en venir avec ça, sur la question de la spiritualité? Simplement, bon, tout ça pourriez vous dire, mais bon, c'est que c'est pas parce que j'ai des valeurs, que j'ai une vie spirituelle intense, comme si j'étais soignant, et que je trouve ça bon pour moi, que nécessairement, tout ce que je trouve bon pour moi va être bon pour l'autre. Je peux être motivé dans mon métier à le pratiquer parce que à cause de ma tradition religieuse ou à cause de ma tradition spirituelle. Ça peut servir de moteur à mon engagement dans la vie spirituelle. Mais si je ne suis pas formé pour accompagner quelqu'un spirituellement, si ça ne fait pas partie de ma formation, je ne peux pas m'improviser accompagnateur ou accompagnatrice du point de vue spirituel. Je peux m'y intéresser, je peux être attentif aux signes que la vie spirituelle est importante dans la vie de la personne malade qui est devant moi. Mais ça ne m'autorise pas à intervenir. Parce que les interventions sont balisées et ça prend une formation pour l'intervention en soins spirituels. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des formations qui se donnent aussi dans le monde universitaire. Mais c'est la même chose pour les valeurs, c'est la même chose pour l'éthique. C'est pas parce que je trouve que tel comportement, moi je fume pas. Bon, mais si j'étais soignant puis je voyais quelqu'un qui fumait devant moi, ben, je pourrais toujours lui conseiller d'arrêter de fumer, que ce serait meilleur pour sa santé. Mais je peux pas l'empêcher. Je ne peux pas l'empêcher, en tout cas. Pas s'il est dans l'hôpital. Vous voyez un peu donc, le rapport. Je ne peux pas utiliser non plus mon rapport de pouvoir pour influencer quelqu'un à adhérer à telle croyance ou telle croyance. S'il y a vraiment même si je trouve que, même si dans ma posture religieuse, je me dis, ben si c'est bon pour moi, ça devrait être bon pour tout le monde. Mais non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, l'identité professionnelle, en plus des droits, comme par exemple le droit à la liberté de religion, là, qui ne dépend pas des professions, mais qui est admis dans les chartes, tout ça sert d'encadrement à l'identité spirituelle qui est mobilisée dans les soins. Autrement dit, l'identité spirituelle ou religieuse peut être un moteur de mon engagement, de mon choix de profession, comme de mon action à tous les jours. Ça peut être un moteur, mais ça ne peut pas être le contenu de mon engagement. Ça ne peut pas être... Pourquoi? Parce que, on en a parlé déjà dans d'autres balados, parce que ça prend une formation pour intervenir
sur ces questions-là, qui sont des questions du fort intérieur, qui Oui. sont liées à la liberté, qui sont liées à la conscience morale d'une personne. Et ça, c'est protégé par des droits. C'est protégé par des libertés aussi. Donc, OK. il y a cet enjeu-là. Donc, il y a un équilibre entre l'identité personnelle et l'identité spirituelle ou religieuse et l'identité professionnelle. Mais la formation des soignants, des soignantes aussi, doit nous sensibiliser à cet équilibre-là. Mm-hmm. Oui, c'est intéressant. C'est une belle perspective, puis je pense qu'on pourra développer au niveau de l'institution ou de l'humanisation des soins à notre prochain balado. Mais si je reviens à cette présence simultanée de ces identités, dans quelle mesure ces valeurs-là, ces croyances, sa vie spirituelle, influencent à ce moment-là, et là, on va parler de la pratique professionnelle. Donc, est-ce que tu peux... Oui, alors, tu sais, bon, alors, on en a parlé un petit peu, oui, là. C'est ça, oui, quand même, c'est un développement. C'est un oui. développement qu'il faut faire. Donc oui, les valeurs, les croyances, on l'a dit, là, c'est au cœur de l'identité personnelle. Mm-hmm. L'identité personnelle est aussi liée à l'identité professionnelle. Oui. On n'est pas des robots, on est Mm-hmm. des humains qui choisissent cette profession-là. Une profession qui a des normes, une profession qui a un cadre idéal dans lequel on dit, si vous agissez dans ce cadre-là, vous êtes un bon ou une bonne professionnelle. Bon, alors je viens juste de résumer un peu ce qu'on vient de dire. Oui. Bon. Alors, il faut tenir compte de ça. Ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est qu'on est, et là je change de niveau un peu, mais on est dans une société sécularisée. On est dans une société où il n'y a pas une religion officielle qui est adoptée par l'État, par exemple. Dans une société où les religions, les traditions religieuses peuvent cohabiter, se côtoyer là, dans la vie privée, dans la vie commune, puis aussi dans certaines institutions. Bon. Et dans notre monde sécularisé, il y a une liberté qui est reconnue par toutes les chartes, c'est la liberté de religion. Alors, qui permet aux gens d'adhérer aux valeurs, aux croyances qu'elles jugent bonnes pour elles, aux personnes, oui, qui jugent ces valeurs-là, ces croyances-là, bonnes pour elles, dans le respect des valeurs et des croyances adoptées par les autres personnes autour de nous. On sait, la liberté de religion dans les chartes, par exemple, elle est affirmée, mais elle est quand même limitée par le bon ordre public. C'est-à-dire, si j'ai des comportements religieux qui vont à l'encontre du bon ordre public, ben, oui, l'État peut intervenir à ce moment-là. Bon. Alors, compte tenu de tout ça, oui. C'est quoi le lien entre l'identité personnelle et l'identité professionnelle? Puis dans l'identité personnelle, on entend toujours là aussi identité spirituelle ou religieuse quand c'est le cas. Bon. Mais parfois, l'influence, ça peut être positive, puis parfois, l'influence, ça peut être négative. Puis l'influence de l'identité personnelle dans l'identité professionnelle, elle est positive dans la mesure où, comme professionnel, je respecte les croyances de la personne soignée, puis sa liberté de religion quand je lui prodigue des soins. Mm-hmm. Bon. Alors, des exemples de ça, être capable, par exemple, de reconnaître les signes ou les indices d'importance de la croyance chez quelqu'un, c'est d'être ouvert à ça, puis de lever le petit drapeau rouge pour dire, oh, ici, il y a peut-être quelque chose à discuter avec la personne pour, par exemple, une forme d'accommodement des soins lorsque c'est faisable, lorsque c'est judicieux de le faire, soit accommodement des temps, de garder des temps pour le culte personnel ou quelque chose. Bon. Parce que la personne nommera pas nécessairement sa spiritualité ou sa religion. Parfois, c'est dans la relation qu'on va percevoir. Oui, ça peut être des signes. Des signes, si on voit une croix ou une statue. Oui, bien ça, c'est assez clair. Là, mais des fois, ça peut être dans les questions aussi. Donc, savoir que ça peut être une dimension de l'expérience de la maladie, ça peut avoir une répercussion sur sa vie spirituelle ou religieuse, et que sa vie spirituelle ou religieuse à elle, cette personne-là, malade, peut être aussi un appui pour elle, pour traverser la maladie. Oui. Donc, cet aspect-là est important. Alors, si mon identité
si, comme professionnel, je suis amené à être sensible à ces questions-là, non pas pour y adhérer moi-même, mais pour savoir que ça peut être important dans la vie de l'autre, là, il y a... C'est positif. Ça, c'est du positif. C'est un lien positif. Bon. Et ça peut se faire même si je ne suis pas de la même tradition religieuse que la personne que je soigne. Donc, c'est juste d'être attentif à ce fait-là. On a tout à gagner comme professionnel à savoir s'il y a un enjeu là pour la personne soignée. C'est la qualité des soins aussi qui y gagne. Puis, le temps nous presse, mais en même temps, je pense à nos nouvelles générations qui n'ont pas nécessairement été élevées, reçu cette éducation, ou en tout cas, oui, ou influence religieuse ou spirituelle. Donc, comment ils vont faire pour voir ces signes-là? En tout cas, c'est peut-être pas dans le cadre du balado, là, mais ça me questionne. Il y a une question de formation, il y a un enjeu de formation, mais il y a un enjeu de formation humaine aussi à l'ouverture à l'autre qui peut être différent aussi. OK, la sensibilité à l'autre. Là, il y a quelque chose d'important, là, mais c'est une bonne question. Ah, une bonne question. Hey, merci. Non, mais c'est bon. Alors, dire ça ne veut pas dire justement qu'il faut trouver aussi du spirituel ou du religieux à tout prix chez les gens. C'est pas ça, là. C'est juste d'être attentif aussi. Donc, on ne le force pas, mais en même temps, on est capable d'entendre ce qui vient. Bon. Dans les situations plus négatives, on va aller peut-être un petit peu plus vite, alors il y a différentes formes où là, il y a un débordement de l'expérience spirituelle ou religieuse, là, au-delà des cadres qui sont donnés par l'identité professionnelle. Alors le prosélytisme, donc de vouloir faire des adeptes de telle ou telle tradition, en profitant dans ce cas-ci de la vulnérabilité des gens. C'est déjà arrivé, ça arrive encore, mais c'est à proscrire absolument. Donc, on pourrait donner des exemples historiques là, où, par exemple, les Augustines, ici à Québec, qui ont les hôpitaux, qui ont fondé des hôpitaux, même au moment de la conquête, ont accueilli des soldats britanniques, anglicans ou protestants, et se sont jamais servis de cette situation-là pour vouloir les convertir au catholicisme. Okay. Donc, le respect de la croyance de l'autre, c'est tout le contraire du prosélytisme. Donc, ça, c'est important. Et parfois, ça peut être inconscient aussi, parce que moi, je suis très convaincu religieux, je peux avoir des moments dans mon attitude qui pourraient faire penser à la personne malade que je l'influence. Donc, il faut être très, très, très prudent face à ça. Religieux, je dirais spirituel aussi, parce qu'il y a quand même des pratiques là, de plus en plus... qu'on peut imposer, pensant que c'est bon. Pensant que c'est bon, parce que justement. C'est bon pour moi, justement, c'est pas dire que l'autre personne adhère à ce système de croyance. Justement, c'est ça. Puis c'est pas universel non plus. Donc, il y a des croyances, il n'y a plus aucune croyance qui est universelle, donc qui est partagée par tous et toutes en même temps. Là. Donc, il faut être attentif à ça. Ça peut aller même dans des comportements, donc ce débordement, soit des comportements de discrimination, ou même de dénigrement de certains comportements religieux que les familles vivent ou voudraient faire. Donc, alors, je pense que le guide, on pourrait s'étendre beaucoup sur des situations négatives ou positives, là, mais le guide, c'est que le rapport entre l'identité professionnelle et l'identité personnelle chez les soignants, le rapport il est positif lorsque la liberté de religion et les croyances des personnes soignées sont respectées. Okay. Ça, c'est le b.a.-ba. Bon, ensuite, dans une formation initiale continue, on pourrait donner plus d'exemples, donner de balises pour ça. Okay. Mais dans la mesure où on respecte la liberté de religion et la croyance, on est dans un bon équilibre entre la manière dont j'habite mon rôle professionnel, mais à partir de mes convictions religieuses ou spirituelles. OK. En fait, oui, merci. Je pense que ça fait le tour de ce qu'on s'était dit qu'on allait jaser aujourd'hui, puis je nous laisserai avec cette analogie j'ai beaucoup aimé ton analogie de la maison.
Et puis, cet automne, on jasera de la maison en rénovation, peut-être. Hein? Oui. Parce que les gens qui y habitent sentent qu'il y a peut-être besoin de rénovation. Tout à fait. Donc, on explorera ce sujet-là Ouais. l'automne prochain. Guy, je tiens à te remercier. C'est toujours un énorme plaisir de partager avec toi ces moments de balado. Merci, je te souhaite un bel été, puis on se dit à l'automne prochain. Oui, ben merci beaucoup pour les bons vœux. À toi aussi, bon été aux auditeurs, aux auditrices. Et puis au plaisir d'être accueillis par vous à l'automne. Oui, merci. Merci à vous tous. Bye. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Nous reviendrons à l'automne prochain avec la suite de la thématique spiritualité et soins. D'ici là, restez attentifs et ouverts aux merveilles que nous découvrirons pendant la saison estivale. Passez un doux été à tous. Si vous avez un thème à nous proposer, en lien bien sûr avec l'éthique ou la spiritualité, vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: éthique.spiritualité.santé.ftsr@commercial-ulaval.ca. Merci encore d'avoir suivi notre balado et on se dit à cet automne. Merci.